Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Aujourd'hui pour Dark Street, on se retrouve avec une émission assez spéciale où nous allons aller à la rencontre de plusieurs artistes féminines. Nous sommes avec Sainte-Nicole. J'ai pas les codes, j'aime pas les pop. Dans mon corps, je me mets drogue. J'entends moula, je comprends pas. À Boulogne, on dit pas ça. Je suis agitée, comment percer. Ceux qui savent l'ont jamais fait. Je voulais chanter, à faire du blé. À la fin, faut bien bouffer de l'art. Je peux plus respirer, je veux que personne pense pour moi. De l'art, pour m'évader. Liberté, c'est jouer de moi. De l'art, je vais suffoquer. Je suis vidée sans émoi. De l'art, passion m'a quitté. Les écrans ont d'être ça. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être sur Radio Rap TZ. Je t'en prie. Alors, que signifie ton nom d'artiste ? Alors, Nicole, c'était le prénom de mes deux grands-mères. Du coup, c'est une manière de leur rendre hommage. Ouais, Les deux ? Du côté de ta maman et du côté de ton papa ? ouais, c'est assez dingue. En fait, mes deux grands-mères s'appelaient Nicole, mes deux grands-pères s'appelaient Raymond et le frère de chaque grand-mère, Jean. Ouais, c'est un délire. Waouh, la coïncidence incroyable. Ouais, et puis en plus, c'est pas du tout... des familles qui viennent du même endroit. Enfin, c'est des cultures différentes, des histoires familiales vraiment différentes. Du coup, c'est assez drôle. Quelle origine, sans indiscrétion ? Du côté de mon père, c'est, on va dire, français avec un peu de Malte, Ok. d'Ukraine. Et du côté de ma mère, c'est Europe de l'Est. Donc Roumanie, Pologne, Russie. Ok. Voilà. Nazdrovia. Ouais. Ouais, on s'est compris. Mais c'est atypique quand même. Ouais, c'est super atypique. Et puis, mes deux grand-mères, c'était deux femmes extrêmement différentes, l'une et l'autre, qui ont été deux piliers pour moi et qui m'ont montré aussi deux modèles complètement différents. Et comme dans mes textes, je parle pas mal de ma recherche identitaire, la recherche de ma place. Et du coup, ça a vachement de sens parce que c'est un peu comment je trouve ma place aussi au milieu de ces deux figures autour desquelles je me suis construite. Et voilà, mes deux Nicole. Et puis c'est vraiment deux femmes très importantes pour moi. Et du coup, ça avait vachement de sens de prendre ce nom d'artiste. Ça, c'est pour Nicole. Ouais, et pour Sainte, justement. Et pour Sainte, c'est un peu par esprit de contradiction et aussi pour questionner. Et en fait, je trouve que dans toute la littérature, il y a un peu deux voies pour les femmes. Alors, pas la littérature d'aujourd'hui, parce que là, les choses changent. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, dans tous les bouquins qu'on lit quand on est à l'école et tout ça, c'est soit les femmes, c'est des saintes, soit c'est des putes. Et il n'y a pas trop de... Non, mais tu vois, et genre, je sais pas, moi, ni l'un ni l'autre ne m'attire plus que ça, quoi. Ok. Enfin, j'ai toujours eu du mal à m'identifier avec des personnages féminins Ouais. dans les livres que je lisais, dans les films que je voyais, dans les chansons que C'est j'écoutais vrai aussi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour questionner cette notion et puis la place aussi qu'on attribue aux femmes, qu'on leur donne. Ouais. Et ouais. Ouais. Ok. En tout cas, il y a une recherche dans tout ça. ouais. Et comment tu définirais ton univers et est-ce que tu as mis du temps à le trouver ? Ouais, j'ai mis du temps. Alors, je définis ça comme de la pop française irrévérencieuse. Et en fait, la recherche de mon son et de mon univers, ça a été aussi une recherche d'émancipation, en fait, vis-à-vis de la musique que j'ai toujours écoutée à la maison. À la base, j'ai plutôt une culture musicale jazz. Et finalement, avec ce projet Sainte-Nicole, je me suis aussi autorisée à explorer d'autres choses musicalement, à écouter en fait une musique autre que celle de mes parents et à faire de la musique que mes parents ne comprennent pas. Et en fait, le premier titre que j'ai sorti, Vanité, quand j'ai fait écouter la première version à mon père, vraiment, j'ai vu qu'il plissait les yeux, il comprenait pas, il voulait que je baisse le son, ça lui faisait mal aux oreilles, quoi.
alors que j'ai commencé à faire de la musique avec lui et que c'est vraiment lui qui m'a ouvert, qui m'a donné le déclic de l'écriture et avec qui j'ai commencé à créer, avec qui j'ai fait mes premiers concerts. Donc j'ai un rapport à la musique, un rapport à mon père qui est assez fort, assez spécial. Et mais en fait, il y a un moment où quand même il faut grandir et puis trouver il faut s'émanciper aussi. C'est ça, trouver son propre chemin. Et j'ai pas fait de crise d'ado quand j'étais ado. Du coup, je sais pas, c'est une forme de crise peut-être à retardement, mais qui est nécessaire aussi. Et voilà. Et du coup, ça a été un long process quand même pour trouver du coup un son qui vraiment me faisait kiffer, me ressemblait, qui me semble aussi être personnel et unique. Et du coup, ce travail de prise de distance, que ce soit au niveau de l'écriture, mais aussi au niveau de la musique, pour pas être dans la pure reproduction de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est un travail qui est super intéressant. C'est un travail de déconstruction, d'introspection et de recherche. Et ça, je trouve ça super intéressant. Bah oui, c'est super important même. Ouais. Et t'as commencé la musique à quel âge ? J'ai commencé la musique assez tard. J'ai pris des cours de piano quand j'étais au lycée. Ok. Et mais sinon, il y avait toujours de la musique à la maison. Moi, je faisais beaucoup de danse. Et en fait, Classique. Ouais, j'ai commencé par de la danse classique au conservatoire. Ouais. Et puis après, j'ai fait tout un tas de types de danse, moderne, contemporain, danse africaine. C'est vrai ? La Danse salsa. africaine, c'est-à-dire ? Alors, c'était avec un prof incroyable qui s'appelle Griot Guéret, au centre Montbeuil à Paris. Okay. Et c'était de la danse afro-contemporaine, donc ça mixait en fait. Okay. C'était trop intéressant. Et puis de la salsa moderne, jazz, enfin bref. Donc j'ai vraiment, à la base, mon lien avec la musique, c'est la danse. C'est la danse. Voilà. Et puis quand j'ai commencé à faire de la musique, donc j'ai commencé au lycée, des cours de piano. Et puis mon père, en fait, il joue de la guitare, il est hyper créatif, il compose plein de trucs à la guitare. Et donc moi, je m'amusais à trouver des lignes de chant sur ce qu'il faisait, et puis à essayer de trouver des textes, mais bon, c'était pas hyper naturel. Ouais. Et puis après, quand j'ai commencé à être en prépa, donc j'ai fait une classe préparatoire scientifique. Là, j'ai eu un vrai déclic pour l'écriture et je me suis mise à vachement écrire et avec mon père, on a fait plein de sons. Et puis comme je l'avais pas toujours sous la main, je me suis mise à la guitare à ce moment-là. Ok. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as voulu te lancer ? C'est à ce moment-là que j'ai découvert que vraiment le processus de création, ça me faisait vraiment quelque chose de spécial et que c'était... C'est-à-dire spécial ? C'est quelque chose d'assez magique. C'est une connexion à soi-même, une connexion à l'univers. Il y a quelque chose d'hyper fort et d'unique qui est impossible, que je ressens en faisant rien d'autre, quoi. Et du coup, en touchant du bout du doigt ça, je me suis dit waouh, c'est incroyable, et ça, j'ai vraiment envie de creuser. Mais après, j'avais l'impression que c'était un rêve un peu impossible parce que parce que déjà je sais pas, quand j'avais 18 ans, je me disais déjà mais je suis trop vieille, je commence trop tard, alors que bon, c'est ridicule, hein, mais un petit peu, si je peux me permettre. Ouais. Non, et puis je sortais, j'allais tous les dimanches soirs dans un club de jazz qui s'appelle le Baiser Salé, et je voyais tu vois, des musiciens sur scène, mais hyper jeunes, qui avaient mon âge, mais qui étaient ultra talentueux, hyper forts techniquement, et moi je me disais ouah, je pars tellement de loin par rapport à eux, qui suis-je pour proposer quelque chose dans la musique. Et puis à côté de ça, j'adorais les maths, j'étais bonne là-dedans, et j'étais aussi valorisée là-dedans, donc j'ai fait ma prépa scientifique, et du coup, c'était un peu, tu vois, difficile de se dire, vas-y, là, je suis sur une voie qui est plutôt royale, qui est plutôt valorisée par la société. Exactement. Et qui amène aussi à de la sécurité et tout ça. Et non, je vais... Et puis, j'arrive à cocher ces cases-là, quoi. Et de me dire, en fait, je vais tout lâcher pour faire de la musique alors que je débute, que je connais personne, que je connais rien, que je pars de très loin, quoi. Donc, ça a été... ça a été un peu long, en fait, avant de me dire que... Déjà, de réaliser que dans la musique, il y a plusieurs manières de faire de la musique, et que finalement, les musiciens que je voyais au Baiser Salé jouer,
bon, bah, eux, c'est des techniciens incroyables, mais c'est pas forcément des créateurs. Ça peut être des créateurs, mais pas forcément. C'est différent. Ouais, c'est différent. Et que moi, en fait, ma force dans la musique, c'était de créer. Et qu'après, je pourrais m'entourer de personnes techniquement super bonnes pour faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et donc, ouais, cette distinction entre, en gros, créateur et technicien, déjà, ça, c'est un copain musicien qui m'a fait comprendre ça. Et puis ensuite, bah, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, parce qu'après la prépa, bah, du coup, c'est école d'ingé. Autant la prépa, j'ai trop kiffé, enfin, c'était hyper intéressant. Autant l'école, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, t'es pas du tout à ta place. Non, ouais, non. Mais c'est bien, au moins, tu t'es rendu compte. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, là, pour le coup, je voulais partir de mon école. Et ce même ami musicien qui s'appelle Tis, il m'a dit, bah, écoute, si tu te rends compte que tu te fais chier, que tu as du temps et tout, bah, utilise tout ton temps libre pour faire de la musique. Et puis, si c'est pas suffisant, bah, dans ces cas-là, tu partiras de ton école. Du coup, j'ai suivi son conseil. J'ai rien foutu en cours, mais je me suis investie dans plein de projets artistiques et c'était trop cool et c'était vraiment une recherche. Mais quand je te dis recherche, c'est que je faisais la comédie musicale, que j'ai monté un groupe à l'époque qui s'appelle Prude, enfin qui s'appelait parce qu'il n'existe plus. Ouais. Mais on peut trouver des choses un peu on regardera sur le net. Mais voilà, c'était vraiment ouais, de l'exploration. Et puis, quand j'ai fini mes études d'ingé, je me suis dit, bon, bah maintenant, je fais quoi? C'est la grande question. Ouais, parce que, en plus, mon école d'ingé, pour moi, ça a été une école de théâtre, parce que je faisais... comme j'essayais de faire le minimum possible pour les cours, bah après, j'essayais de faire genre que je captais tout, je faisais les prêts avec beaucoup d'aplomb, alors que je captais rien de ce que je racontais. Okay. Mais voilà, j'essayais de filmer. Très audacieux. Donc j'ai appris l'art du bullshit. Et puis, mais du coup, voilà, j'avais aussi l'impression de ne pas être légitime même en tant qu'ingénieur parce que je m'étais pas du tout impliquée dans mes études. Ouais. Et voilà. Et j'ai quand même commencé un peu à bosser. Et après, j'ai décidé de tout quitter pour faire de la musique. Mais ça a été hyper long, en fait, entre le moment où j'ai rêvé de faire ça et le moment où j'ai sauté le pas. Et il s'est passé 8 ans en tout. Ouais. Donc, après, chaque chose en son temps aussi, c'est important. Ouais, complètement. Ouais. Non, complètement. Et puis, je me rends compte aussi que je suis forte et riche de ces expériences et que j'ai fait plein de choses. Enfin, disons que voilà, chacun son chemin, chacun son timing. C'est ça. Et puis, voilà, j'avais plein de trucs à déconstruire aussi de mon éducation, des barrières que je me mettais à moi-même. Donc, c'était un chemin intéressant. Mais je t'avoue que là, c'est agréable de faire de la musique, d'avancer dans mon projet sans me poser 12 000 questions à la seconde de est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que je dois faire ça, est-ce que là la décision elle a été prise, la vie t'a... Ouais, là je me sens à ma place et ça fait du bien. Bah c'est bien, c'est très important. Ouais, de ouf. Et tu préfères écrire ou interpréter? Je pense que je préfère écrire. Pourquoi? Parce que je trouve que les mots et que la musique ont un pouvoir énorme. En fait, comment dire, il y a un truc où t'es un peu, quand tu crées, finalement, t'es un peu Dieu, quoi. Et puis, il y a une liberté qui est totale. Ah non, mais elle est dingue, elle est incroyable. Ouais, il y a une liberté totale dans les mots que tu choisis, dans ce que tu racontes. Il y a une responsabilité aussi, parce que tu crées un discours. Ce discours, les gens ils vont l'entendre, ils vont potentiellement l'intégrer, se l'approprier avec plus ou moins de recul. Quand t'es gamin, que t'écoutes des musiques, tu te poses pas des questions sur pourquoi il a écrit ça comme ça et qu'est-ce que ça véhicule comme image et tout ça. Pas du tout. Donc t'intègres ces trucs-là et du coup je trouve ça hyper important déjà de prendre conscience de son écriture, de se poser des questions et d'avoir conscience de la responsabilité du discours qu'on crée. Ok, ouais, non mais t'as raison. Après, interpréter, pour le coup, être sur scène, ouais, c'est un kiff monumental. Ouais, et raconte-nous ta première scène. Ma première scène en tant que Sainte-Nicole ? Bien sûr. Ma première scène en tant que Sainte-Nicole, c'était au Disquaire, le 8 juillet 2021. Ok, donc c'était il y a 2 ans.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a 1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Ouais. Allez. Et c'était pour une soirée organisée par la Sulfureuse. Je sais pas si tu connais ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un collectif de femmes artistes Ok. qui se soutiennent mutuellement, qui organisent des soirées, tout ça. Et alors moi, je suis pas dans ce collectif, mais elles m'ont invitée à participer à leur soirée. Mhm. Donc c'était un coplateau avec Sora et avec Club Céleste. Ok. Et ouais, c'était la première fois qu'avec Baptiste, donc le binôme avec qui je bosse en création et sur scène, on se produisait et c'était hyper fort. Enfin, je sais pas, il y avait une ambiance de ouf. Il y avait une bonne énergie. Ouais, il y avait une bonne énergie. T'as pas stressé? J'ai pas... Bah, toujours... Enfin, si, toujours. C'est pour ça aussi que j'aime faire de la scène. C'est parce que, tu sais, il y a cette petite tension dans le ventre qui fait que tu te sens vivant. Ouais. Et en fait, globalement, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un du tout de stressé. Ça se voit. Mais c'est vrai que, pour le coup, la musique me procure ce genre d'émotion. Et du coup, bah, ça me fait me sentir vivante. Enfin, j'ai l'impression de faire des choses quand même qui comptent pour moi. Parce que tu vois, quand je passais mes concours pour les écoles d'ingénieurs, je me disais, oh, je m'en fous, ça va pas changer le cours de ma vie. Alors que si, en vrai. Mais il y avait moins cette sensation dans le corps, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Que tu fais quelque chose d'important, de sincère, De sincère. Ouais, De sincère, c'est le bon mot. c'est ça. Ok. Et ouais, et du coup, ce concert, ça a été aussi pour Baptiste. Enfin voilà, Baptiste et moi, c'était le premier moment où on pouvait montrer notre travail, avoir des retours. Et depuis, notre musique, elle a vachement évolué. Et finalement, dans tous les titres qu'on a joués au Disquaire, il n'y en a aucun qui va sortir. Si, il y en a peut-être un seul qui va sortir. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a eu cette recherche de son qui fait que on a produit l'équivalent d'un album mais qui sortira jamais parce que ça a été comme un espèce de galop d'essai, tu vois, pour trouver l'ADN, explorer et qu'on avait des trucs qui étaient cool mais aucun titre dont je me disais vas-y, il est prêt pour enfin j'ai absolument envie de le faire écouter à la terre entière. Et par rapport à cette scène, vous avez eu des bons retours? Ouais, on a eu des super bons retours. En plus, c'est intéressant, je trouve, quand t'es artiste, de faire des coplateaux, parce que du coup, ça permet de toucher une audience qui est pas tes potes et ta famille, qui de toutes les façons, quoi que tu fasses, vont te dire mais c'est génial, tout ça. Et donc, du coup, de te produire devant un public qui est hyper neutre. Et du coup, ça, c'est super intéressant. Et c'était cool parce que on a senti qu'il y avait quelque chose. Et après, moi, dans l'interaction aussi, enfin, j'adore interagir avec le public, capter, tu vois, les énergies. Et la salle des Disquaires, pour ça, elle est bien parce que à la fois, t'as une jolie scène et en même temps, t'es aussi proche du public, t'entends ce qu'ils disent, donc tu peux rebondir sur ce que les gens vont dire dans le public, tout ça. Donc, c'est assez cool. Donc ça, c'était la première scène, mais depuis, on a fait une 30aine de concerts. Ok. Et au niveau de ta manière de créer, comment tu crées? C'est quoi ton processus de création? Alors, il n'y a pas de méthode unique, mais là, par exemple, avec Baptiste, quand on crée tous les deux, au départ, tu vois, je venais avec un guitare-voix et ensuite on arrangeait. Et puis là, plus récemment, on s'est aussi permis d'explorer ensemble et de créer ensemble et donc de partir d'Ableton donc et d'une page blanche en fait sur Ableton et je sais pas, ça va commencer par une envie, un sample, un mood et puis on va se chanter des trucs, tout ça. Et donc quand je compose avec Baptiste, on va commencer pour le coup par la musique et faire une prod et ensuite moi je vais de mon côté, chercher une top line, donc une mélodie, un texte, et ensuite on va repasser sur la prod pour par la suite. Ouais, par la suite. Ok. Donc ça, c'est quand c'est avec Baptiste, et sinon parfois je compose solo en piano-voix, et ça peut partir d'un mot, ça peut partir d'une petite suite de notes, d'une mélodie. Ouais. Et tout est possible, mais par contre, ce qui est hyper important, c'est de se laisser le temps en fait de créer, de s'octroyer ce temps-là qui est essentiel et
Mais du coup, c'est pas que, bon, allez, je me cale là devant mon piano et j'essaie de créer quelque chose. C'est s'autoriser à marcher dans la rue sans être sur son téléphone ou en faisant autre chose, mais tu vois, être un peu à l'écoute aussi de... Se reconnecter avec Ouais, soi-même. exactement. Et t'aimes parler de quoi généralement? Est-ce qu'il y a des sujets que t'aimes bien? Il y a des sujets plus sensibles que t'arrives pas à aborder? Je me rends compte que j'ai du mal à écrire des chansons d'amour. Ah ouais? Pourquoi? Parce que peut-être que ma vie amoureuse est trop sereine et que du coup, je sais pas, il n'y a pas de tension ou de choses comme ça à exprimer. Ok. Mais là, j'ai commencé quand même à écrire une chanson d'amour. Il faut que j'arrive à la terminer. Mais je sais pas, tu sais, la peur d'être un peu cheesy, un peu... Non, il faut pas. En fait, il y a 1 million de chansons d'amour qui ont été écrites, donc je trouve ça difficile d'être original dans sa façon d'écrire une chanson d'amour. Bah si c'est positif, ça change. Ouais, c'est vrai. Parce que généralement, les chansons d'amour, c'est soit elles sont tristes, ou soit dans la métaphore, ça finit pas très bien. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc aussi, tu sais, même dans les films et tout, t'as toujours, on te montre toutes les péripéties qui vont faire que 2 personnes vont finalement être ensemble. Ouais. Et puis, fin de l'histoire. Ouais, fin de l'histoire. Alors que là, c'est le début d'une longue aventure, tu vois. Bah oui, normalement, on veut la suite, en fait. Bah ouais, et le bonheur aussi dans le quotidien, dans les chaussettes sales, dans les réveils. C'est ça. Des confis, enfin, tu vois. La gueule de bois. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est je suis là-dessus. Donc là, il y a un prochain... une des prochaines créas qui devrait terminer, c'est sur ce sujet. Mais sinon, je parle plutôt de la recherche de ma place dans la société, de ma recherche en tant que femme aussi, la recherche, je sais pas moi, de ma sexualité, je sais pas, c'est un peu une manière pour moi de comprendre aussi et d'avancer en tant que personne. Donc c'est une sorte d'introspection. Et ça me permet de dire des choses que j'arrive pas forcément à exprimer dans la vie de tous les jours aussi. Ouais. Et ouais. Donc c'est bien déjà. Oui. Par exemple, ouais. Là, la dernière compo que je viens de terminer, enfin maintenant, faut que je l'arrange et tout ça, quoi. Mais je pense qu'elle sera sur l'album à venir. C'est une chanson pour mon père. Okay. Et typiquement, ce que je dis dans la chanson, je suis incapable de lui dire en vrai. C'est vrai? C'est que tu l'aimes? Non, ça, je sais lui dire en vrai. Okay. Bon, bah ça va alors. Ça va. Ouais. Mais tu peux nous donner quelques... Non, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'émancipation. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon projet Sainte-Nicole, finalement, le fait de faire ma propre musique, ça m'a un peu éloignée de mon père. Parce que ce qu'on partageait vraiment ensemble, c'était ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à faire de la musique avec lui. Parce que ça me... Je sais pas, ça me parle moins. Ou alors c'est juste que je sens que j'ai besoin, en fait, d'une certaine distance pour trouver mon propre chemin. Ouais. Mais du coup, je vois que ça lui fait de la peine. Et moi aussi, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir partager ces moments-là ensemble. Et voilà. Mais du coup, pour le coup, c'est une chanson d'amour, en fait, que j'ai écrite à mon père. Oui, c'est une chanson d'amour, ouais. Ouais. Donc pour l'instant, les seules chansons d'amour que j'ai écrites, c'est pour mon père et pour mes grands-mères. Ok. Voilà. J'ai une question un petit peu philosophique. Ouais. Est-il vrai qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient? Ah, complètement. Ouais. Pour le coup, moi, je suis vraiment de l'école que c'est une construction sociale totale, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on t'apprend, déjà, quand t'es toute petite, on t'apprend qu'il faut faire plaisir, on t'apprend qu'il faut être aimable, qu'il faut être agréable. On accepte beaucoup plus les colères d'un petit garçon que d'une petite fille. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont hyper intéressantes aussi, où tu prends un bébé, et tu dis à des gens que c'est une fille et tu leur demandes d'interpréter l'expression du visage du bébé et tu leur dis que c'est un garçon et les gens ne disent pas du tout la même chose. Donc une fille, elle va être plus rêveuse, plus mélancolique, plus voilà. Et un garçon, il va être, je sais pas, plus en colère, mais pour des mêmes expressions en fait. Et il y a un truc où je pense que très tôt, on est conditionné en fait par la société en fonction du sexe dans lequel on est. Enfin, ouais,
le sexe qu'on a. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment une construction. Et puis aussi, moi, je me suis rendu compte que j'ai été éduquée à être un homme comme les autres, en fait. Que à l'école, on m'a raconté l'histoire des hommes, que on m'a fait lire les livres écrits par des hommes, que beaucoup de la musique aussi qui est exposée, médiatisée, etc. C'est de la musique d'hommes. Mhm. Et alors, dans la pop, moins. Et pour ça, je trouve que c'est super intéressant. Mais et voilà. Et en fait, tu vois, j'ai fait des études scientifiques. J'étais entourée que de mecs tout le temps. En prépa, on était 45, on était 5 meufs. Ah oui, quand même. Ouais. Et en école d'ingé, on était 20% de femmes. Et l'école se targuait d'avoir un très haut pourcentage de femmes dans l'école. Et en fait, moi, j'étais hyper contente de ça. Et quand j'avais des potes qui me disaient que, je sais pas, ils étaient à la fac et qu'il y avait que des meufs, je leur disais, oh là là, mes pauvres, ça doit être trop relou, quoi. En mode, j'ai intériorisé le fait que les meufs, c'est chiant. Alors que je suis moi-même une meuf. Enfin, c'est ouf. Mais ça, je m'en suis rendu compte après, Ouais. plus tard. Ouais. Oui. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que, à la fois, ma féminité, mon rapport au fait d'être une femme, etc., enfin, c'est quelque chose de construit socialement, qu'on attend pas mal de choses de moi qu'on n'attend pas d'un homme, notamment le fait d'être agréable, aimable et de faire Ouais, plaisir. très gentil. Voilà. Bonjour. De prendre soin des autres et tout. Et puis, en plus de ça, j'ai aussi appris à être macho sans m'en rendre compte. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai déconstruit en finissant mon école, parce que en rentrant sur le marché du travail, je me suis rendu compte que j'étais moins crédible en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et là, je me suis rendu compte aussi que le sexisme, c'était pas un mot suranné et que il y avait vraiment encore du taf. Et j'en parlais à des potes meufs et franchement, on hallucinait, tu vois, des remarques, des traitements différents en fait qu'on pouvait avoir par rapport à nos collègues, à nos potes mecs. Et là, tout d'un coup, tu sais, j'ai commencé à soulever un voile et à me rendre compte de plein de trucs. Et donc, regarder la télé, ça devenait difficile. Regarder un film, ça devenait difficile. Enfin, j'avais envie de tout prendre et de tout casser contre les murs, tu vois. De lire un livre aussi, pareil. De me dire, mais punaise, pourquoi il n'y a pas un seul personnage féminin auquel je peux m'identifier? Enfin, c'est fou. Ouais. Et là, j'ai aussi... Et justement, dans mon travail dans mon développement en tant qu'artiste dans la musique, j'ai eu besoin de me rapprocher d'autres artistes femmes. Et c'est là que j'ai découvert la sororité. Et c'est là que j'ai découvert le pouvoir qu'on pouvait s'apporter les unes aux autres. Et que, en fait, typiquement, la compétition entre les meufs, elle est construite, mais hyper tôt. Enfin, quand t'es ado, c'est un truc... Elle est horrible en plus. Ouais, c'est horrible. Enfin, tu regardes n'importe quel magazine, on te dit tiens, pourquoi elle est plus belle que toi et comment tu peux faire pour être plus belle qu'elle, ou tu vois, ou alors C'est très malsain. ouais, c'est hyper malsain, ou alors tu sais, à se délecter de bitcher sur des personnes parce que je sais pas, elles ont pris des kilos ou parce qu'il y a eu un truc, enfin, je sais pas, il y a un truc hyper malsain et en fait, je sais pas, moi, ce qui me nourrit, ce qui me fait grandir, c'est plutôt de me dire tiens, cette personne, elle est plus avancée que moi et elle est hyper inspirante. Et du coup, au lieu de me dire que je suis qu'une merde et que je souhaite sa mort, tu vois, et qu'elle aille moins loin parce que du coup, elle me fait de l'ombre, et de me dire, tiens, comment je peux m'inspirer d'elle et comment je peux, du coup, avancer, en fait. Donc, c'est hyper important d'avoir des modèles. Et le truc, c'est qu'on nous a privés de modèles. Enfin, tu ouvres un bouquin d'histoire au collège, au lycée, des femmes, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Et en vrai, il y en a beaucoup, hein, mais elles sont pas beaucoup citées. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Complètement. Et puis même, tu sais, il y a aussi cette histoire de masculin neutre. Donc on dit les ouvriers, donc on imagine des mecs, machin. Mais enfin, tu vois, les femmes ont aussi fait la révolution, quoi. Donc, elles ont participé aussi à beaucoup de choses pendant la guerre. Hein. Ouais, non, mais complètement. Alors, y a-t-il un sens à la vie? Waouh. Waouh. Oui, on peut le dire. C'est bien, tu matches mon mood existentiel. Exactement. Écoute, je pense, oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Et c'est ce que j'essaie de trouver à travers la musique, personnellement. Ouais. Mais je pense que c'est important, en tout cas, de se poser cette question et d'avoir ça comme un arc, en tout cas, qui
qui nous guide aussi. Mais ouais, c'est un vaste sujet. Parce que toi, tu vois la vie comment? Comment tu la vois? Il faut forcément avoir un objectif, il faut forcément avoir des rêves ou on vit au jour le jour. Bah, moi, avant, j'étais plutôt de l'école on vit au jour le jour. Et j'avais Ok. du Et mal. pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était que comme ça que j'allais pouvoir vraiment apprécier l'instant présent et pouvoir rester ouverte aussi aux opportunités qui allaient se présenter. Et en fait, tu sais, genre en école d'ingé, tout ça, on te prépare aux entretiens et on te pose toujours les questions quels sont vos objectifs à 1 an, 5 ans, 10 ans. Et ça, moi, ça m'angoissait, mais totalement. Ok, Parce que, enfin voilà, j'ai pas envie de connaître le film avant de l'avoir vu. c'est vrai aussi. Et mais maintenant, aujourd'hui que je suis dans une voie qui me correspond, ça m'aide quand même de définir des objectifs parce que sinon, enfin comme en fait tous les jours je suis obligée de faire mon programme et je suis ma propre patronne et du coup c'est important quand même d'avoir une vision, une direction pour savoir ce que je vais faire en me levant le matin. Oui, sinon Voilà. la vie elle est un petit peu morose quand même, un petit peu, non? Ouais, c'est clair. Et par rapport à ces objectifs, j'ai aussi remarqué un truc, c'est que c'est important de se fixer des objectifs élevés. Élevé, c'est-à-dire, quand tu dis élevé, c'est-à-dire? C'est-à-dire en dehors de notre zone de confort. Et parfois se dire que, en fait, on est capable de tout faire. Et à partir du moment où on a vraiment envie de le faire, eh ben, ça va marcher. Et je donne un exemple. Ok. J'ai une de mes potes artistes qui Ok. s'appelle Londe. Elle chante ou elle fait un autre truc artistique? Elle chante, écrit, compose. Ok, ok. Ouais, voilà. Et son rêve à elle, c'était enfin, un de ses nombreux rêves, hein, c'était d'enregistrer avec un orchestre de chambre. Ok. Et ça, c'est plutôt réservé à des artistes orchestre de chambre, n'importe quoi, enfin un orchestre avec des cordes, tout ça. Mais ça se dit, non? On peut dire orchestre de chambre, non? Ouais, j'avoue que j'ai pas le vocabulaire de la musique classique et je me demande si c'est pas un nombre limité d'instruments orchestre de chambre. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle avait vachement envie d'enregistrer un titre avec un orchestre et que ça, c'est plutôt réservé à des artistes qui ont déjà un niveau de notoriété assez avancé. Tu en général. trouves? Avoir accès à un orchestre, enfin, tu sais, c'est beaucoup de musiciens, il faut des moyens pour qu'on t'accorde cette confiance aussi. Tu sais, genre par exemple pour des victoires ou des plateaux de télé, tu vas avoir Pomme qui va venir et puis qui va faire un de ses titres avec tout un orchestre, tout ça. Enfin, c'est rare de voir des artistes qui sont en indé pouvoir chanter genre avec un orchestre, un de leurs propres sons. Ouais. Et mais donc elle, c'est son rêve et elle s'est dit que, en fait, elle s'est donné les moyens de le faire et elle a fait un truc de malade. Donc un titre qui s'appelle Corps étranger, Ok. qui est, il y a un clip magnifique sur YouTube où du coup, donc elle est avec un orchestre. C'est dans l'hôtel de ville de Strasbourg. C'est magnifique. Ah oui, carrément. Ouais, vraiment. Ok. Et en fait. Donc, j'ai suivi aussi tout ce processus pour arriver à ce résultat. Et ça m'a vachement inspirée. Et justement, pour mon clip Vanité, je me suis dit, OK, je mets pas de limite à mon imagination. Mhm. Et du coup, voilà, le projet, je trouvais qu'il faisait du sens avec vraiment beaucoup de monde, une trentaine de figurants, enfin voilà, des moyens quand même aussi importants. Et je me suis dit, OK, je vais trouver les moyens de le faire. Pas forcément les moyens financiers, mais aussi comment convaincre les gens de te faire confiance et d'avancer avec toi. Et je pense que si ma pote Londe, elle avait pas fait ce son et qu'elle m'avait pas montré cet exemple, je me serais peut-être dit non mais ça c'est trop gros pour moi, je vais pas y arriver. Ou voilà. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes prochaines sorties? Oui, alors il y a un prochain single qui va sortir le 5 mai. Qui s'appelle Les filles qui parlent fort. C'est un titre que j'ai écrit en réaction à l'affaire Oshi. Je sais pas, peut-être que je peux rappeler un peu le contexte, mais en Oui, gros, bien sûr. Donc c'est un journaliste que je ne nommerai pas, qui était interviewé et qui disait qu'on avait oublié la notion du beau chanteur, de la belle chanteuse, et que par exemple Oshi,
avait beaucoup de talent, mais qu'elle était monstrueuse et qu'elle ferait mieux de donner ses chansons à des filles sublimes. Un peu choquant comme propos. Un petit peu quand même beaucoup, je dirais, mais bon. Voilà, donc un vieux de la vieille gardien du vieux modèle, on va dire. C'est ça, de la vieille école. Exactement. Et du coup, ça m'a fait un peu tiquer et j'ai écrit un titre en réaction à ça. Et donc, dans le premier couplet, ça parle de ça, de ces injonctions. Pourquoi est-ce que je dois être belle ? Pourquoi aussi est-ce qu'on laisse de l'espace médiatique à ces personnes qui disent ce genre d'âneries ? Voilà. Et le deuxième couplet fait référence à Adèle Haenel qui se casse de la cérémonie des Césars. Ouais, par rapport à Polanski. Voilà. Et le refrain, c'est un hommage aux femmes qui m'inspirent, aux femmes fortes, qui me montrent le chemin. Voilà. Donc c'est un morceau qui est très joyeux. Et si on écoute juste la musique comme ça, c'est très dansant, très pop. Et puis si on écoute le texte, on se rend compte que derrière, il y a une vraie réflexion aussi sur le modèle de société dans lequel on évolue. Et voilà. Mais globalement, c'est une chanson, on peut dire engagée, mais qui pointe du doigt personne. Et si ce n'est, au contraire, les femmes qui m'inspirent et qui me montrent le chemin. Ok, j'aime beaucoup le sujet, j'ai hâte d'écouter ça. Il y a un clip aussi qui va venir et qui lui propose une réflexion sur nos représentations. Donc, en fait, ma mère, elle me racontait souvent des histoires de mythologie quand j'étais petite. Et globalement, dans la mythologie, mais aussi dans les contes de fées ou dans des textes fondateurs, des textes religieux, que ce soit l'Ancien Testament, enfin voilà, ça pose quand même les bases des modèles féminins et les bases de nos représentations. Et c'est à la source de tous les clichés, quoi. Et du coup, le clip, c'est vraiment une remise en question de ces représentations avec la proposition d'autres choses. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais voilà, du coup, je suis en train d'imaginer le truc encore dans ma tête là. Je crois que t'es pas prête. Je pense aussi que je suis pas prête, mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ok. Merci en tout cas à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous laisser tes réseaux sociaux ? Ouais, bien sûr. Alors l'avantage de mon nom d'artiste, c'est qu'on me trouve très facilement. Donc Sainte Nicole. Sainte avec un E, Nicole avec un seul L. Et voilà, je suis sur Instagram, Facebook. Je vais me mettre à TikTok. C'est vrai. Bientôt. On va faire petit TikTok. Voilà. Petite trend. Voilà. Je crois qu'il faut que je m'y mette pour rester à la page quand même. Et puis, du coup, donc il y a mon premier single Vanité qui est sur Spotify, le clip sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, ça donne des vrais coups de pouce. Oui, c'est important. C'était Sainte Nicole pour Dark Street, pour Radio Rap TZ. Et si je peux vous dire un petit mot, c'est croyez en vous, faites-vous confiance et tout va bien se passer. C'est bien ça, non ? Ouais. Moi ? Ok. Ok, parfait. Parfait.